أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف محمد صلى الله عليه وسلم أنبياء إمام المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Eh bien, chers internautes, nous allons aujourd'hui travailler sur un thème de recherche, le défi des putschistes en Afrique avec la révolution pluraliste de son Excellence Bassirou et Sango du PASTEF. Et donc, nous avons décidé de faire cette intervention parce que nous faisons partie dans les îles caribéennes à ceux qui sont rattachés à la Oumma, qui veut dire la grande communauté musulmane planétaire, et ceux qui sont attachés à la libération des territoires occupés de la Caraïbe. Et d'autant que nous allons parler du Mali et du Sénégal, puisque nous sommes très attachés à cette terre, à ces terres d'où nous provenons. Et donc, nous sommes dans le cadre du Centre islamologique africain caribéen contraints d'expliquer la situation dans l'évolution de l'Afrique, parce que chez nous, dans notre région, il y a des militants qui sont très attachés à la révolution du Mali, du Burkina Faso, du Niger et du Sénégal, mais qui ne voient la révolution dans ces régions uniquement à travers leur position ou posture, on va dire, non musulmane. Alors, nous avons la possibilité, en tant que musulmans et anticolonialistes, anti-impérialistes, de donner un éclairage qui soit profitable aux militants caribéens, surtout la Caraïbe est une terre de révolution avec l'OSPAL, l'Organisation de solidarité des peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, qui a contribué à la libération de l'Angola, de Guinée-Bissau, du Mozambique et de l'apartheid d'Afrique du Sud avec Fidel Castro et les combattants de la liberté qui avaient leur siège à Alger, en Algérie, en Égypte, en Irak, en Libye et dans tous les pays musulmans. Donc, nous devons porter cet éclairage et c'est pour ça que nous avons intitulé le défi aux putschistes en rapport avec la révolution pluraliste au Sénégal. Mais nous n'allons pas opposer la révolution malienne, burkinabé, nigérienne avec la révolution tranquille du Sénégal avec son Excellence Ousmane Sanko et Bassirou. Au contraire, nous allons apporter une complémentarité tout en étant critique sur certains points qu'il est important de souligner. Nous allons nous présenter. D'abord, nous sommes l'auteur d'un ouvrage très important, à notre avis, qui s'appelle L'âme de l'islam au cœur des Antilles-Guyane, chronique de la mission islamique en Martinique. Les thèmes principaux de ce livre, c'est les valeurs de l'islam, etc., etc. Aussi, en tant que partisan de Al-Ghazali, nous avons compris que la politique, qui est une mission de l'humain, de l'homme adamique,
elle doit être centrée sur le tawhid, sur l'unicité de Dieu. C'est pour ça que nous avons écrit à partir des traités de Ghazali, parce que Ghazali nous parle de la politique, il nous dit que la politique vient des livres révélés, des sentences des prophètes, et que la politique, c'est sacré dans la mesure que c'est une science de gouvernement, que la révélation et les prophètes ont été chargés de codifier la politique pour permettre aux hommes d'assumer leur mission, de gérer, d'organiser, de gouverner l'humanité qui contient des richesses pour nourrir 36 milliards d'êtres humains. Donc nous avons écrit ce livre, Sciences politiques Bocaille, Antique, Guyane, colonie insulaire et symbole des constructions coloniales. Donc nous sommes dans cette lignée et aujourd'hui nous allons, dans cette émission, nous allons rendre hommage à notre formateur, notre cher Sénégalais, El Hadj Cheikh Touré, qui est décédé, qui est un de nos formateurs, qui nous a formés. Nous avons différents ouvrages de Cheikh Touré. C'est études islamiques, l'État islamique, ses spécificités et caractéristiques. Donc c'est un livre de Cheikh Touré qui a écrit aussi la philosophie du pèlerinage et qui a écrit beaucoup d'ouvrages études islamiques et dont nous avons été parmi les rédacteurs de ce livre et nous sommes redevables au Cheikh Touré parce que il a formé une élite dans l'Afrique de l'Ouest, dans l'Afrique centrale, avant que Dieu puisse accueillir son âme. Et donc nous pensons que tous les comment dirais-je, le Sénégal aussi est redevable de l'œuvre de Cheikh Touré qui a formé pas mal d'étudiants. Et nous pensons que peut-être que ces nouveaux dirigeants du Sénégal, tels que Excellence Ousmane Sonko et Bassirou, ont connu Cheikh Touré, ou ils ont connu aussi son enseignement, qui est un enseignement islamique équilibré. Et en ce sens, nous avons connu aussi, nous connaissons un certain nombre de personnalités sénégalaises, dont le cheikh Chérif Ndiaye, qui, comme le cheikh Touré, nous a donné une ijaza, une testria pour travailler sur le modèle d'études islamiques au Sénégal, et c'est en ce sens que nous avons fondé chez nous, dans les Caraïbes, le Centre islamologique africain caribéen, qui n'est pas lié aux institutions, qui est un centre libre, qui n'est pas régi, qui n'est régi que par le Coran, la révélation et la sunna. Nous sommes indépendants de toute structure autre. Nous avons écrit aussi dans nos travaux, Al-Motamar, c'est un journal, et ce journal justement fait référence aussi à cet esprit, à cette ijaza que le Cheikh Touré nous a donné pour remplir notre mission dans le cadre du Centre islamologique africain caribéen, qui est une dépendance du socle d'études islamiques du Sénégal, SICAP Liberty. Nous allons parler aujourd'hui de le défi que nous considérons que la révolution pluraliste au Sénégal aujourd'hui, avec son Excellence Ousmane Sonko et le président Bassirou, c'est aussi un modèle qui devrait apporter des éléments par rapport à la philosophie de l'islam dans la construction de l'État, de la nation, ce qui pourrait profiter aussi au Mali, au Burkina Faso, au Niger et à beaucoup d'autres pays
qui, comment dirais-je, sont en voie d'évoluer dans ce sens. Nous allons donner en introduction une vidéo parce qu'il y a un cri d'alarme concernant le Mali, parce qu'il y a une vidéo que je vais progressivement vous montrer. Je vais la sortir en introduction. L'heure est grave. Il faut sauver Assimi Goïta. Donc, cette vidéo, elle existe sur le net et nous allons vous donner ceci en introduction. Votre source d'actualité fiable et pertinente sur les événements qui façonnent le paysage politique du Mali. Aujourd'hui, nous nous plongeons au cœur de 3 développements majeurs qui captivent l'attention nationale et internationale. D'une part, le Mali est en proie à des bouleversements politiques et sociaux alors que les appels pour sauver le soldat Assimi Goïta résonnent dans tout le pays. Nous explorerons les défis auxquels est confrontée la junte militaire et les appels à une transition démocratique émanant de la société civile. D'autre part, la communauté internationale réagit vigoureusement au durcissement du pouvoir à Bamako, soulignant les enjeux cruciaux pour la stabilité régionale. Nous examinerons les réponses de divers acteurs internationaux face à cette crise croissante. Enfin, le Premier ministre malien énonce les conditions nécessaires à la tenue de l'élection présidentielle, marquant une étape clé dans le processus de transition politique du pays. Nous analyserons les implications de ces conditions pour l'avenir démocratique du Mali. Restez avec nous alors que nous plongeons dans ces sujets brûlants et démêlons les complexités de la situation politique au Mali. Abonnez-vous à Chris Yapi TV pour rester informé des développements les plus récents et pertinents. Découvrez le tout illimité à partir de 29,99 € par mois, uniquement chez Digicel. Sauver la transition au Mali, l'appel à la lucidité pour colonel Assimi Goïta. Dans les couloirs du pouvoir à Bamako, une tension palpable règne. Le colonel Assimi Goïta, à la tête de la junte militaire malienne, se trouve face à une impasse politique croissante. Alors que le Mali aspire à restaurer son ordre constitutionnel et à organiser des élections libres et transparentes, la voix de la société civile et des partis politiques retentit, exigeant un changement radical. Dans cet appel à la lucidité, Alioune Tine, éminent défenseur des droits de l'homme, exhorte le colonel Goïta à emprunter la voie de la stabilité politique et à honorer l'héritage démocratique du Mali. La junte militaire malienne se retrouve dans une situation précaire, dépourvue de vision politique claire et confrontée à des pressions internes et externes grandissantes. Sans perspective politique solide, elle s'accroche désespérément au pouvoir, prenant des mesures répressives telles que l'interdiction des activités politiques et la censure de la presse. Cependant, ces tactiques ne font que souligner son impuissance face aux défis sécuritaires, économiques et sociaux auxquels le Mali est confronté. Alioune Tine souligne avec force que le véritable courage politique réside non pas dans la répression, mais dans la protection des libertés fondamentales et le respect de l'état de droit. Il rappelle au colonel Goïta que le Mali est un pays riche en histoire et en culture, avec une tradition ancienne de respect des droits humains. En s'accrochant à des méthodes autoritaires, la junte risque de s'aliéner le peuple malien, connu pour sa fierté et son aspiration à la liberté. La transition militaire au Mali, désormais en fin de cycle, nécessite une nouvelle approche. Plutôt que de verrouiller l'espace civique et démocratique, Alioune Tine appelle à l'organisation rapide de conditions politiques et démocratiques pour une transition réussie. Il souligne que l'Afrique de l'Ouest et le Sahel ont besoin d'un Mali démocratique, stable et apaisé pour faire face aux défis régionaux. Alors que le Mali se trouve à la croisée des chemins, le colonel Assimi Goïta est appelé à prendre une décision historique. Loin des tactiques répressives, c'est la voie de la lucidité, du respect de la démocratie et des droits fondamentaux qui mènera à la stabilité politique tant recherchée. Le peuple malien, fier et indomptable, mérite un avenir où la liberté et la démocratie sont respectées. Il est temps pour le colonel Goïta de saisir cette opportunité et d'écrire une nouvelle page de l'histoire du Mali. Bien, nous avons voulu nous baser sur l'information en temps réel sur la situation du Mali pour étayer notre intervention d'aujourd'hui, qui sera pas une intervention, comment dirais-je,
démolitrice, si je puis m'exprimer ainsi, mais une intervention constructive. Alors, le parallèle à faire avec ce que nous appelons la révolution pluraliste du Sénégal, avec son Excellence Ousmane Sonko et Bassirou, nous rappelle ce qu'on peut appeler la résistance populaire, la résistance populaire musulmane qui incarne aussi la sirat du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a été confronté dans son appel et dans sa mission à une forte opposition des persécutions, des atteintes justement aux droits de la part des païens. Donc, il y a toujours une confrontation entre qu'on peut essayer de replâtrer sur, on va dire, la longue marche de Ousmane Sonko, du PASTEF et de son Excellence Bassirou, qui ont été persécutés, qui ont été faussement accusés, qui ont été diffamés, qui ont été embastillés par la dictature de Macky Sall. Et donc, nous voyons que s'il y a eu persécution, s'il y a eu embastillement, s'il y a eu répression, c'est parce que au Sénégal, la révolution pluraliste du PASTEF, de Ousmane Sonko et de son Excellence Bassirou, se posait sur un socle de valeurs spirituelles, de valeurs spirituelles, de valeurs musulmanes aussi, de valeurs patriotiques, de valeurs, on va dire, de valeurs morales, de valeurs politiques qui s'opposaient aux antivaleurs du système dictatorial de Macky Sall, qui s'appuyait sur la franc-maçonnerie, qui s'appuyait sur comment dirais-je, des antivaleurs occidentales, et qui se manifestait par la répression, par l'instrumentalisation de la justice contre les militants, les partisans du PASTEF, qui instrumentaient la justice, le Parlement, les institutions de l'État pour essayer de faire taire les militants. Et nous voyons que la résistance du peuple sénégalais dans son entièreté, qu'il soit musulman, qu'il soit chrétien et autres, a permis justement de triompher. Et c'est pour ça que ces personnes emprisonnées se retrouvent aujourd'hui avec l'appui de tout le comment dirais-je, le potentiel spirituel musulman du Sénégal et autres, à la tête de l'État, soutenu par comment dirais-je, la majorité du peuple qui a triomphé lors des élections. Alors nous, pour nous, c'est un cas d'école très important pour, on va dire, apporter un correctif au processus révolutionnaire, on va dire, du Mali, du Burkina et du Niger. Premièrement, on peut faire des réformes, on peut contrecarrer le franc CFA, on peut contrecarrer la France-Afrique en bonne intelligence par le bon usage de la science politique, par la diplomatie et par des mesures fortes. Et nous voyons que dès la prise du pouvoir au Sénégal des tenants
de la révolution pluraliste, eh bien, des mesures ont été prises par rapport à la domiciliation des rentes du pétrole et de la gestion du pétrole, et par rapport aussi à l'exclusion du fait maçonnique euh, qui était une mauvaise, à mon liaison entre la politique africaine qui demeure et, comment dirais-je, le bastion occidental qui utilisait à travers les chefs d'État africains les réseaux de la franc-maçonnerie pour élaborer des plans, des programmes de la France-Afrique qui allaient à l'encontre des intérêts de notre continent. Et d'ailleurs, nous pensons que nous voyons que cela ne s'est pas fait ni dans l'exclusion, ni dans la rupture, ni dans le démantèlement des relations normales entre l'Afrique et l'Occident, puisque vous savez que nous avons beaucoup d'étudiants, beaucoup d'émigrés en Occident, qui est un fait tout à fait normal parce que l'immigration ne doit pas payer comment dirais-je, les changements politiques en Afrique et qu'il demeure du sens de l'équilibre et du raisonnement des dirigeants pour effectuer des changements, créer de nouveaux rapports de réciprocité avec l'Occident sans mettre en difficulté, comment dirais-je, les importantes populations qui se trouvent en France, en Belgique, un peu partout, et qui travaillent, qui étudient, qui disposent de bourses. On peut faire autrement. Et donc, nous pensons que les dirigeants actuels du Sénégal sont conscients de la pondération et ils ont la mesure de la science politique qui leur permettent de régler, de rééquilibrer les relations avec l'Occident de manière harmonieuse. Il y a aussi cette question morale. Nous pensons que avec l'arrivée de ces dirigeants, eh bien, les pressions des parlements européens à travers le financement, à travers les contributions financières, les contributions bancaires, les contributions du FMI qui s'imposent en même temps comme moyen de pression sur les gouvernants africains pour imposer la débauche, l'homosexualité, le mariage gay entre femmes, le mariage gay entre hommes et toute une série de dispositions liberticides qui ont pour but de désintégrer la société non européenne. Eh bien, il y a aussi là des remparts à travers ces dirigeants du Sénégal pour imposer dans la législation la morale, la vertu qui émane du fondement de la société africaine, musulmane et autres. Et donc, par conséquent, nous pensons qu'on peut faire tout ça de manière harmonieuse, de manière déterminée, et c'est pour ça que nous avons un grand espoir de correctifs sur l'AES, l'Association des États du Sahel, de manière à ce que ils aient à travers la révolution pluraliste du Sénégal un modèle apaisé, un modèle comment dirais-je, qui va nous permettre d'avancer, qui va nous permettre de fructifier notre avancée, parce que nous travaillons tous pour réussir ce que le colonel Gaddafi avait préconisé, c'est les États-Unis d'Afrique. Et donc, c'est pour cela que nous disons que c'est un défi pour les putschistes, et donc
qui signifie défi pour nous, c'est un élément de référence pour ces putschistes du Mali, du Burkina Faso et du Niger, à travers un modèle de révolution pluraliste qui devrait nous donner des éléments de comparaison, des éléments de complémentarité, des éléments de comment dire, de bonne gouvernance. Concernant le Mali, il y a une chose qu'il faut signaler et qui est restée à travers la gorge des populations maliennes, qu'elles soient musulmanes, chrétiennes ou autres, c'est le coup d'État, le coup de force opéré par les 5 colonels avec à la tête Assimi Goïta qui est intervenu dans la révolution des imams, des organisations populaires et des partis politiques maliens pour comment dirais-je comment dirais-je donner soi-disant un apport décisif, mais qui en réalité va se retourner par la prise de pouvoir sur la révolution contre les partis politiques qui étaient à l'origine de cette révolution, qui va destituer Aboubacar Keïta et qui va se retourner contre les imams, notamment l'imam charismatique, l'imam Diko, qui était, c'est une personnalité éminente qui a contribué à la révolution et au renversement de l'ancien régime. Alors, si on compare, on fait une comparaison entre la personnalité des militaires maliens et de Assimi Goïta avec comment dire, les dirigeants du PASTEF, on va dire à travers Ousmane Sonko et Assimi Goïta et comment dirais-je Bassirou, eh bien ces deux éléments de personnalité sont issus, on va dire, de la formation musulmane qui a été à la base de leur cursus. Et bien sûr, ce sont aussi des universitaires, des écrivains, des penseurs qui ont la mesure de la science politique. Et donc, cela diffère de la formation de Assimi Goïta, des colonels, qui est une formation purement militaire, parce que la formation militaire dans sa rupture avec la spiritualité, eh bien, elle nous ramène au matérialisme occidental qui veut faire table rase sur son passage, sans tenir compte des valeurs spirituelles, parce que ce n'est pas la force militaire dans la société africaine, la société musulmane, qui commande l'idéologie, qui commande, comment dirais-je, ce n'est pas la force militaire qui s'impose dans la gouverne de la société. C'est un concept plutôt matérialiste, issu des écoles de guerre, des écoles militaires occidentales, des écoles matérialistes qui opposent la domination de la force matérielle, la force militaire à comment dirais-je, aux valeurs morales, aux valeurs sociétales. Et c'est pour cela que nous nous trouvons dans une situation un peu difficile au Mali, où devant cette réalité, puisque nous avons donné, comment dirais-je, au début l'introduction
sur ce qui prévaut une inquiétude pour nous tous, puisque nous aurions souhaité que les choses se passent bien au Mali. Et nous avons nous avons une alerte que nous avons donnée au début de la gravité de l'heure qui pose le problème encore d'une nouvelle déstabilisation. Actualité fiable et pertinente sur les événements qui façonnent le paysage politique du Mali. Aujourd'hui, nous nous plongeons au cœur de 3 développements majeurs qui captivent l'attention nationale et internationale. D'une part, le Mali est en proie à des bouleversements politiques et sociaux alors que les appels pour sauver le soldat Assimi Goïta résonnent dans tout le pays. Nous explorerons les défis auxquels... Et donc, cette situation de déstabilisation du Mali nous inquiète et nous sommes obligés de porter un éclairage aussi pour dans notre région, puisque le mouvement de, on va dire, le mouvement de contestation dans notre région considère que, comme un exemple, l'évolution du Mali, du Burkina, du Niger par rapport à la révocation en fait de la France-Afrique et les changements fondamentaux. Donc, mais il leur manque cet éclairage sur le fait que tous ces changements font partie d'un mouvement beaucoup plus important, qui est le mouvement multipolaire, qui a comme mission de transformer la domination dans les relations nord-sud, un mouvement multipolaire qui inclut des pays d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine et notamment la Russie et la Chine. Et ce mouvement doit réussir, et pour qu'il réussisse, il faut que les pays africains qui souscrivent au changement multipolaire donnent une image positive, une image modèle pour attirer aussi d'autres peuples dans ce mouvement multipolaire, notamment les pays de la Caraïbe et d'Amérique du Sud qui aspirent, surtout ceux des Afro-génères qui sont exportés de l'Afrique, qui aspirent à ce que dans l'évolution de l'unité des États-Unis d'Afrique, toutes ces régions des Caraïbes participent à la 6e région d'Afrique. Donc c'est pour cela que toute désharmonie dans les pays de l'association des États d'Israël pose problème au mouvement multipolaire, et c'est pour ça que nous pensons ne pas être critiques par rapport aux erreurs, mais de travailler pour apporter des éléments que le Mali, que le Burkina, que le Niger puissent corriger afin d'harmoniser cette vision d'une révolution multipolaire qui réussira avec l'accompagnement des pays afro-asiatiques, etc., l'accompagnement des pays du BRICS, de la Russie, de la Chine, de l'Afrique du Sud, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'il y a une exigence non négociable sur l'éthique de la révolution par rapport au pluralisme, et c'est pour cela que nous parlons de cette réalité. D'ailleurs, il faut dire aussi que ce n'est pas un euphémisme. La junte d'Assimi Goïta a commis certaines erreurs, déjà du fait d'utilisation de la justice, de l'appareil judiciaire à des fins répressives, à des fins politiques, puisque nous savons que des militants importants comme alias Ben Le Cerveau est en prison parce que dans sa analyse, dans sa vision des choses, il avait
préconisé la rupture avec une transition qui fasse long feu et avait préconisé des élections jusqu'à présent. Ben Diarra, alias Ben le Cerveau, a été mis en prison et condamné. On ne sait quand il sortira de prison. Il y a aussi des journalistes qui sont intimidés, qui ont été emprisonnés, dont Rasbat, qui est un journaliste en ligne de la télévision, qui aussi avait une vision très claire de la politique dans sa science profonde, qui, sans le respect des normes fondamentales de la science politique, pourrait, comment dirais-je, tourner en queue de poisson. Donc lui aussi, il a été emprisonné. Et donc, par conséquent, nous pensons que comment dirais-je, et il faut ajouter aussi que cette répression de la junte touche fortement la communauté musulmane malienne, ses dirigeants. D'ailleurs, le passeport diplomatique de l'imam Dicko a été enlevé. L'organisation politique de l'imam Dicko, la CEMAS, a été dissoute comme beaucoup d'autres organisations politiques, et il s'avère que un décret est, comment dirais-je, est apparu pour la privation des droits fondamentaux, des droits civils, des droits politiques, et cela, nous pensons que il s'agit d'une régression, puisque effectivement ce décret il suspend, on va dire tout simplement, il interdit comment dirais-je, l'expression politique des partis, des organisations, de la presse et tout ça. Et donc, c'est quand même un recul par rapport à nos espérances pluralistes, nos espérances, nous n'allons pas dire démocratiques, mais nos espérances pluralistes, d'autant que nous voyons que dans tous les pays de l'Afrique, il y a des élections, il y a même des élections en Lyon, il y a différents partis, différents journaux, il y a des élections en Russie, il y a des élections en Chine, et que nous pensons que comment dirais-je, le peuple malien, qui a une histoire, qui est attaché à comment dirais-je, à la liberté, qui est attaché aussi à comment dirais-je, à son histoire, à son passé glorieux, ne peut pas accepter comment dirais-je, des rétentions de son espace et de son expression politique, et que par conséquent il y a des choses qui gênent, à mon avis, l'évolution du Mali, et c'est pour cela que nous pensons que il faudrait un correctif pour le Mali lui-même, pour éviter, puisqu'on parle de perspective, peur de coup d'État. Donc cette peur s'exprime aussi par les rétentions de liberté, et normalement, lorsque une révolution elle est faite par le peuple et pour le peuple, eh bien, il ne peut pas y avoir ces situations, et c'est pour ça que nous pensons que le Mali doit regarder sur le Sénégal ainsi que le Burkina Faso et le Niger, et donc ces révolutions doivent se compléter, et donc cette attitude aussi de la junte et d'Assimi Goïta a des répercussions sur les relations avec le grand voisin qui est l'Algérie, et nous avons vu que
le président Tebboune, il a à cœur de resserrer dans cette logique de rupture qui ressemble un petit peu à une orientation militaro-trotskiste, beaucoup plus qu'à la fraternité musulmane qui réunit les frères musulmans, qu'ils soient de l'Afrique du Nord, qu'ils soient, comment dirais-je, de l'Afrique noire, eh bien, a reçu un coup, et nous avons vu que par souci de raffermir les liens de fraternité, algéro-malienne, on va dire fraternité africaine, fraternité musulmane, le président Tebboune de l'Algérie, qui a une grande expérience, puisque l'Algérie c'est une puissance de l'Afrique, a donné beaucoup d'importance pour soutenir comment dirais-je, les pionniers de la révolution malienne à travers les imams, notamment l'imam Dicko qui est reçu par l'Algérie, par le chef d'État algérien, bien sûr, ce qui indispose un peu les autorités, et notamment Assimi Goïta, qui a voulu isoler et, comment dirais-je, on va dire réprimer le grand imam charismatique du Mali, l'imam Dicko, et que le président Tebboune d'Algérie reçoit cet imam au niveau important sur le plan diplomatique comme un chef d'État, mais sur la base de la fraternité islamique. Il ne faut pas oublier aussi que il y a cette réalité régionale, il y a ce grand pays de l'Algérie qui a toujours eu des liens séculaires avec le Mali. Il y a aussi la République de Mauritanie. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui font que une rupture telle que le préconisent les militaires maliens pour faire table rase des valeurs, on va dire des valeurs spirituelles, hein, parce que il nous semble que Assimi Goïta s'est appuyé aussi, surtout sur une aile du panafricanisme, on va dire, qui est réfractaire, à comment dirais-je, à l'aspect musulman de la réalité sociétale et politique africaine, parce que nous savons qu'il y a un néo-panafricanisme qui, comment dirais-je, qui surfe sur des objectifs contradictoires, puisque ce néo-panafricanisme se réclame d'antivaleurs par rapport à l'islam, aux musulmans, et qu'il y a dans ce courant néo-panafricaniste la volonté d'écraser le leadership musulman sur toute l'Afrique pour instaurer le royaume pharaonique de Kemet. Et il nous semble aussi que dans son isolement, le colonel Assimi Goïta, tout en écartant des personnalités musulmanes, en les réprimant, en confisquant leur passeport, en restreignant leurs droits d'expression politique, eh bien, il se montre avec des personnes comme non musulmanes, comme on peut citer Nyamsi wa Cameroun, qui est un intellectuel occidentalisé, qui fustige les musulmans, qui fustige l'islam et qui veut transformer le leadership musulman par l'instauration du royaume de Kemet. Et aussi, il se pose aussi avec des gens comme Nathalie Young, qui est une Camerounaise qui exprime comment dirais-je, le panafricanisme, mais nous avons vu que Assimi Goïta et les colonels penchent plutôt vers les personnes qui s'opposent
comment dirais-je, au leadership musulman malien, au leadership musulman africain. Et là aussi, c'est une grave erreur, du colonel Assimi Goïta qui contraste avec le socle des dirigeants actuels du Sénégal dans la révolution pluraliste, qui d'abord ont été des talibés, ont été on va dire des étudiants musulmans qui ont été formés par leur père, qui sont liés aussi à la Oumma sénégalaise, qui sont liés aux grands imams et donc qui font l'équilibre parce que bien sûr il faut tenir compte aussi des différentes composantes de la société sénégalaise où il y a des chrétiens, il y a des animistes qu'il faut traiter sur le plan de la citoyenneté, sur le plan politique au même titre que les autres, mais par conséquent, nous constatons que c'est le contraire un petit peu que font la junte malienne pour essayer d'avoir une crédibilité, puisqu'il faut savoir qu'il y a la récupération du panafricanisme par une volonté de domination bantoue sur les peuples africains d'origine arabe, d'origine des coranisants, sur les autres peuples africains. Donc, le néo-panafricanisme, c'est comment dirais-je, une dimension d'inimitié par rapport à l'islam qui rejoint l'inimitié occidentale, l'inimitié impérialiste, l'inimitié séculaire de l'impérialisme contre la stabilité de l'islam en Afrique, parce que nous rappelons que les colonialistes qui sont entrés en Afrique, les Portugais, les Espagnols, les Français, les Belges, ils se sont attaqués à la culture africaine, que ce soit au Sénégal, au Mali, à travers la destruction des centres éducatifs, comme disait Cheikh Touré, la destruction des Aouïas et la primeur sur des missions chrétiennes, comme en parlait, comment dirais-je, Félix Eboué, pour damer le pion dans le Bangui-Chari à l'importance musulmane et à imposer des valeurs laïques, chrétiennes et tout ça. Donc, il y a une réalité qui fait que, en réalité, il y a une opposition dans la révolution en rapport au néo-panafricanisme et il nous semble que tout en s'isolant et en voulant diviser les imams, parce que il y a d'une part au Mali une tentative de récupération de certains imams qui, comment dirais-je, qui pactisent avec, comment dirais-je, la réalité, et une exclusion des autres imams qui eux-mêmes aujourd'hui se réclament pour une révolution, une évolution, on va dire, sur le plan constitutionnel, parce que rappelons que depuis 60 ans d'indépendance, c'est la Constitution française qui règne sur les États d'Afrique après 60 ans d'indépendance. Et aujourd'hui, vous avez une levée de bouclier de cette révolution malienne et les imams maliens réclament la distanciation par rapport à la laïcité qui n'est pas conforme, qui est en contradiction avec la culture, les valeurs morales maliennes, les valeurs morales africaines, les valeurs morales musulmanes, et ce coup de force qui va interrompre, on va dire, le processus de la révolution de la population malienne, va réimposer, on va dire, malgré la constatation contre la laïcité, contre la constitution de type française laïque, puisque ces Maliens réclament une rupture avec la laïcité française corrompue et tout ça, et donc ce coup de force a imposé
comment dirais-je, le statu quo au Mali par rapport aux institutions dites républiques laïques, etc. Et lorsqu'il s'agissait du communisme, c'était république démocratique, laïque et démocratique et populaire. Aujourd'hui, comme nous sommes sortis de l'Union des républiques soviétiques socialistes et que aujourd'hui on se réclame de république démocratique, laïque, etc. Toujours pour conserver ce cordon ombilical, on va dire, destructeur et néfaste de la société non européenne, la société africaine, qui est, comment dirais-je, qui est soumise aux antivaleurs philosophiques, idéologiques, institutionnelles, alors que nous savons que le Mali, il a une histoire, parce que le Mali est à l'origine de grandes révolutions, comment dirais-je, à l'époque de la lutte des Almamis contre l'invasion du colonialisme, l'invasion de l'idéologie suprémaciste blanche qui considérait que les Africains étaient des barbares, qui n'avaient pas de civilisation. Et ce sont ces imams, ces Almamis, depuis l'Algérie, avec l'Amir Abdelkader, la Libye avec Omar Mokhtar et avec en Afrique de l'Ouest et ailleurs avec Sundiata Keita, avec El Ajoma, avec Cheikh Amadou Bamba, avec Cheikh El Ajoma, avec Alpha Yaya, avec Mohamed Lamine, avec tous ces érudits qui ont élevé très hautement la civilisation africaine et qui ont fondé des empires qui ont fait rayonner la civilisation africaine bien avant l'installation des antivaleurs occidentales. Donc il y a une contradiction qui se résout du fait que ces colonels, ils ne sont pas en phase avec la formation des Zaouïas, avec la formation musulmane primaire, et ils ne sont pas en phase avec les valeurs, on va dire, coraniques, les valeurs prophétiques, les valeurs de la Sunna, et ils ont opté pour une orientation, on va dire, militaro-trotskiste, hein, on va dire militaro-trotskiste parce que c'est le trotskisme en tant que fondement militaire de l'idéologie communiste qui veut prendre le pouvoir par la force et la domination militaire. C'est pour ça que nous parlons de militaro-trotskiste. Donc il y a une rupture et en plus, bien sûr, il y a aussi ce rapport à l'utilisation de la force contre la force militaire, la force qui veut diriger, comment dirais-je, la morale, qui veut diriger la société, qui veut s'imposer, et c'est cette différence de culture, cette différence d'orientation qui est conflictuelle au Mali. Et il me semble que dans cette orientation, on va dire à corriger, eh bien, il y a lieu de voir que cela peut faire mauvais effet sur le Burkina et sur le Niger, d'autant que c'est le Mali qui a été le pionnier de rupture, le pionnier de la rupture qui a qui a ouvert la voie à on va dire cette révolution en cours pour sortir l'Afrique de la domination de la France-Afrique, du franc CFA. Donc nous ne sommes pas opposés aux frères dirigeants du Mali, Assimi Goïta et ses colonels, mais c'est-à-dire il faut reconnaître aussi qu'il y a eu des points positifs dans leur démarche parce que il y avait cette
question du séparatisme. Et ce séparatisme, c'est un cancer qui ronge le monde musulman depuis que l'Afrique a été divisée par les conférences occidentales et aussi par les accords de Saïs et Picot qui vont, pour dominer le Moyen-Orient, vont occuper la Palestine, vont coloniser l'Égypte par l'Angleterre, la France va coloniser le Liban, la Syrie, comment dirais-je, avec un protectorat. L'Italie va vouloir coloniser la Libye, la France va coloniser l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, et l'Angleterre va occuper les pays du Golfe qu'elle va diviser. Donc, il faut voir que le monde musulman n'a pas besoin aujourd'hui, le monde musulman dans sa totalité, globalité et l'Afrique n'ont pas besoin de séparatisme avec ce qu'on a vu avec le Sud-Soudan qui a été divisé par les impérialistes. Et donc, par conséquent, nous pensons que le séparatisme n'est jamais valable. Et ce que nous attribuons de positif au colonel Assimi Goïta, c'est d'avoir créé les conditions de la réunification du Mali. Ce n'est pas, comment dirais-je, à l'encontre des frères musulmans Touareg, ou même ceux qui sont à Mazir, qui sont pas musulmans, qui sont chrétiens. C'est-à-dire que il y a le séparatisme kurde. Vous avez vu ces calamités du séparatisme kurde qui profite à des velléités d'infiltration israélienne. Vous avez vu le séparatisme iranien, vous avez vu le séparatisme kurde iranien, vous avez vu le séparatisme kurde, vous avez vu le séparatisme kurde syrien. Tout cela, nous pensons, il y a aussi cette velléité de l'impérialisme d'utiliser le séparatisme kabyle pour diviser l'Algérie. Donc, nous pensons que l'Afrique n'a pas besoin de séparatisme. Et donc, il faut savoir aussi que, bien qu'il est à l'honneur du colonel Assimi Goïta d'avoir unifié le Mali, mais il ne demeure pas moins que si la question Touareg a existé, c'est parce qu'il y a un problème de la part de l'État central au Mali, des Bantous, qui ont toujours négligé un petit peu les minorités Touareg, les minorités Touareg, les minorités Peul. C'est pour ça que la contestation aussi en Afrique, elle touche aussi les espaces sahéliens où se trouvent les Touaregs et les Peuls qui ont toujours été humiliés, qui ont toujours été discriminés, qui ont toujours été écartés par le pouvoir central des Bantous, qui, dans cette logique de domination, n'ont pas eu les moyens d'administrer normalement les pays Touareg. Parce que les Touaregs ont beaucoup souffert sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan culturel, alors qu'ils se trouvaient dans des zones qui sont riches en or, en pétrole, en gaz, de toutes sortes de matières premières, y compris les Peuls. Et donc, c'est-à-dire que si nous portons une analyse sur le problème, comment dirais-je, de l'Azawad, des indépendantistes ou séparatistes de l'Azawad, les temps sont partagés. Les temps sont partagés du fait que depuis des décennies, depuis le ministère de Moussa Traoré, de ATT, de Ibrahim Keïta, eh bien, les populations Touareg ont toujours été mises à l'écart, discriminées, ne bénéficiant pas dans leur société des structures qui permettent l'évolution sur le plan de l'éducation, sur le plan économique, sur le plan du social, sur le plan de l'habitat, etc. Ils étaient discriminés par cette volonté de domination bantou comment dirais-je,
des éléments, comment dirais-je, euh, euh, des éléments du Mali, on va dire du Sud, qui, disons, du pouvoir central qui a toujours négligé les Touaregs. Et c'est la raison pour laquelle dans cette brèche s'est infiltrée cette notion de vouloir créer un séparatisme. Et c'est pour ça que le mouvement de l'Azawad a été contraint euh, de vouloir, comment dirais-je, opter pour le séparatisme parce qu'ils étaient négligés. Donc, on voit que les torts sont partagés. C'est pour ça que nous disons que l'intégration, c'est-à-dire pour estomper le séparatisme, eh bien, les Kurdes iraniens, irakiens, syriens et turcs doivent s'intégrer à la Oumma s'ils sont véritablement des musulmans. Ils doivent s'intégrer à la Oumma parce qu'on ne peut pas être indépendant contre l'islam. L'islam est déjà le socle de l'épanouissement de l'homme, de l'indépendance. Donc, par conséquent, il y a des erreurs qui incombent aux différents gouvernements qui ont précédé les 5 colonels qui ne se sont pas préoccupés du sort ni des Peuls, ni des Touaregs et qui ont créé une situation de rébellion et qui ont créé une situation de séparatisme. Et c'est pour ça que les torts sont partagés parce que nous disons que oui, Assimi Goïta a eu raison d'unifier le Mali, mais comment dirais-je, cette réalité de séparatisme aurait été évitée si on avait pris en considération les droits des Touaregs. Ils n'auraient pas, ils se seraient intégrés à l'État central malien plutôt d'envisager une rupture séparatiste qui a été instrumentalisée par comment dirais-je, Serval, qui a été instrumentalisé par les différentes interventions pour priver le Mali comment dirais-je, de bénéficier de tout son espace territorial. Donc les erreurs sont partagées et que par conséquent, si nous reconnaissons la vérité patriotique du colonel Assimi Goïta de vouloir unifier son pays, si nous considérons comment dire, la vérité patriotique des Algériens de vouloir unifier l'Algérie et à faire en sorte d'intégrer les Kabyles pour éviter le séparatisme, eh bien, c'est tout à fait naturel. C'est tout à fait naturel parce que toute cette mauvaise gestion, tout ce déséquilibre ne compte pas uniquement à l'extérieur, parce que lorsqu'on est victime de ses propres turpitudes en matière politique, en matière de gestion, en matière d'équité, en matière d'organisation, on a tendance à toujours désigner l'extérieur. Et nous avons vu que la révolution pluraliste du Sénégal, à travers les propos du fondateur du PASTEF, c'est-à-dire Ousmane Sonko, a dit que la France coloniale n'est pas responsable des gabégies, n'est pas responsable de la corruption, n'est pas responsable de, comment dirais-je, de l'errance des leaders politiques qui n'ont pas pris leurs responsabilités. C'est très clair. Donc, c'est facile aujourd'hui pour la propagande néo-panafricaniste de faire des ruptures ici et là, etc., qui ont des conséquences graves pour le Mali par rapport à ceux qui n'ont pas encore, qui sont en Europe, qui sont en France, qui sont étudiants, qui voient leur bourse coupée, qui n'ont pas la possibilité de voyager parce que il y a un gouvernement de rupture qui, à tort et à travers, comment dirais-je, déstabilise les relations. Lorsque vous avez des travailleurs qui sont logés dans des foyers en France, un peu partout en Europe, qui se voient être victimes des contre-coups de la déstabilisation,
eh bien là, il y a une réalité qui, qui, comment dirais-je, qui accumule les mécontentements tant à l'extérieur par rapport à la diaspora malienne, tant à l'intérieur. Et donc, c'est pour cela que cet article nous parle de, il faut sauver faut sauver le soldat Assimi Goïta, qui se sent menacé. C'est ça l'article. Hein. L'article, c'est panique totale au Mali, coup d'État en vue, point d'interrogation. Assimi Goïta ne contrôle plus rien. Effectivement, si il n'y a pas, comment dirais-je, une régulation au niveau de la révolution malienne pour la réintégration des personnes exclues, c'est-à-dire les musulmans, la majorité des musulmans maliens qui aspirent à sortir de cette constitution française décalquée, s'il n'y a pas s'il y a une volonté d'exclure les imams prééminents comme l'imam Diko, prendre leur passeport, comment dirais-je, prendre leur passeport, leur priver de dissoudre leur parti politique, dissoudre les partis politiques de la société civile, des partis comment dirais-je, normaux de la société civile. Et s'il y a une volonté d'interdire l'expression des journalistes, eh bien cette situation intérieure cumulée avec le mécontentement des Maliens qui sont à l'extérieur va générer une situation de coup d'État parce qu'il y a des militaires qui sont musulmans et qui voient que effectivement cela dépasse, cela contrevient aux normes des principes fondamentaux. Cela déroge à l'éthique malienne, à l'éthique musulmane, et ils seront obligés de faire un coup d'État. Et nous ne sommes pas pour les coups d'État ou les coups d'État. Il faut en finir avec cette réalité pour donner, comment dirais-je, une réalité d'expression pluraliste à la société, à tous les Africains, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens ou autres. Et donc, par conséquent, la dictature n'est jamais valable. C'est pour cela que, effectivement, nous ne sommes pas d'accord avec la partialité de soi-disant de la communauté internationale, mais lorsque M. Guterres fustige le Mali et par rapport au décret de la suppression de l'expression des partis politiques, donc c'est l'extrémisme néo-panafricaniste et militaro-trotskiste qui produit ces résultats et qui donne en quelque sorte du gré à moudre aux adversaires du changement au Mali, au Burkina, au Niger pour les stigmatiser. Donc c'est pour cela que nous disons que il y a des éléments importants qu'il faut clarifier, c'est-à-dire qu'il faut clarifier. D'ailleurs, il est important de clarifier cette réalité de l'Association des États d'Afrique de l'Ouest. Il est important de réfléchir sur la révolution pluraliste du PASTEF avec son Excellence Bassirou et Ousmane Sonko qui peuvent s'additionner pour donner quelque chose de meilleur pour nous autres qui sommes à l'extérieur, parce que dans la Caraïbe, dans l'Amérique du Sud, nous avons besoin de faire l'unité avec l'Afrique. Nous avons besoin des Caribéens, ils se posent dans les États-Unis d'Afrique comme 6e région d'Afrique. Mais il faut que l'Afrique nous donne l'exemple, il faut que les dirigeants africains nous donnent l'exemple et que si effectivement la révolution du Mali avec les colonels ont créé une onde de choc par rapport à la rupture avec la logique néocoloniale de la France-Afrique, du franc CFA, et c'est ce qui fait l'onde de choc et à travers cela les Caribéens
qui aspirent à sortir de l'occupation de leur territoire prennent le Mali, le Burkina, le Niger, le Sénégal comme modèle, eh bien, il ne faut pas que les lendemains de ces révolutions déchantent pour décourager tous ceux qui veulent s'intégrer au mouvement multipolaire à travers l'Afrique, puisque nous sommes des afrogénaires. Nous ne disons pas afro-descendants, parce qu'afro-descendants, ça a une connotation uniquement raciale et nous préférons cette notion d'afrogénaire qui répond dans notre néologisme à la philosophie de Nelson Mandela, qui après avoir mené des décennies de lutte contre le racisme en Afrique du Sud, n'a pas voulu un gouvernement fasciste suprémaciste noir. Il a évoqué la nation arc-en-ciel. Donc nous sommes dans les Caraïbes, nous les afrogénaires, nous sommes dans les Caraïbes et en Amérique du Sud. Les nations arc-en-ciel afrogénaires issues de l'Afrique et qui veulent réintégrer l'Afrique pour sortir de la géopolitique d'intégration à l'Europe. Et c'est pour ça que nous avons une exigence par rapport à nos dirigeants, à nos frères Assimi Goïta et les colonels et comment dit Ibrahim Traoré et Chiani du Niger. Nous avons une exigence parce qu'ils doivent être un modèle. Et ce modèle, il est exigible aussi par le mouvement multipolaire parce que si, comment dirais-je, le Tout-Puissant a délégué Vladimir Poutine pour donner un coup de semonce contre la domination de la France-Afrique, il ne faut pas décevoir Vladimir Poutine. Il ne faut pas décevoir l'Iran aussi qui œuvre dans la même optique de donner aux opprimés la possibilité d'exercer leur souveraineté, leur fraternité et leur égalité dans la gestion politique de leur pays et dans la gestion économique de leur pays, puisque nous voyons bien que nous n'avons pas de déferlement, de Russes qui prennent le bateau pour venir dans la Méditerranée couler pour Eldorado aux États-Unis, en France, en Belgique, en Europe, en Italie. Nous n'avons pas des Iraniens qui prennent l'océan pour aller en France, en Belgique. Nous n'avons pas des Cubains nous n'avons pas, vous voyez, donc cette réalité de l'Afrique qui fait que il y a une fuite de cerveau et une fuite de l'immigration, il faut que la révolution africaine fasse honneur au multipolarisme et ne déçoive pas les dirigeants du BRICS et que vous voyez bien que au Brésil, Lula, il a été emprisonné et que finalement, comme Songo, comme Bassirou, et il est revenu au pouvoir. Donc, il y a des personnes dans la Caraïbe qui sont très populaires, qui ont été emprisonnées et qui sont revenus dans leur pays pour mettre une fin au néocolonialisme, notamment en Haïti. Et nous voyons bien qu'il faut cette synergie synergie multipolaire pour que demain Bassirou du Sénégal et Songo ainsi que Assimi Goïta du Mali ainsi que Ibrahim Traoré ainsi que Chiani puissent aider leurs frères caribéens, par exemple en prenant des positions claires. Mais s'ils peuvent pas prendre des positions claires parce qu'ils ont quelques bijoux chez les orphelins, c'est-à-dire quelques dossiers qui ne passent pas, ils ne peuvent pas s'exprimer sur la scène internationale comme des personnes reconnues et connues qui peuvent justement par leurs paroles dire dans les Caraïbes, laisser Haïti, qui puisse dire à la France, à l'Amérique, au Canada, laisser cette première république noire qui existe depuis 200 ans avant les 60 ans d'indépendance du Mali, du Sénégal, du Niger, laisser les Haïtiens prendre en main leur position et il n'est pas possible que des pays impérialistes comme nous avons cité puissent prendre en otage la souveraineté d'Haïti parce que Haïti c'est un pays qui a plus de 220 ans d'indépendance qu'on maintient dans la pauvreté parce qu'elle a du pétrole, parce qu'elle a de l'or, parce qu'elle a du lithium, parce qu'elle a... Et il y a des dirigeants populaires
en Haïti qui sont empêchés de gouverner alors que le peuple, il demande, c'est-à-dire l'avènement, l'intronisation de ces dirigeants et qu'on leur propose, comme dans l'orientation de la France-Afrique, on leur propose la France-Afrique outre-mer, c'est-à-dire imposer des dirigeants comme Bokassa, comme Houphouët-Boigny, etc., qui n'ont aucun rapport avec, comment dirais-je, le soutien populaire, et c'est ce qu'on est en train de faire en Haïti. Donc, si Assimi Goïta, si, comment dirais-je, Ibrahim Traoré, si Chiani, sur le plan international, leur parole est reconnue, parce que, comme la parole de son excellence Ousmane Sonko et Bassirou, ils peuvent défendre Haïti, ils peuvent prendre une position, puisque Haïti, c'est quand même l'exemple, et Kémy Séba l'a dit, nous avons une dette envers Haïti. Donc, c'est pour cela que si on dit oui, voilà, la parole de Assimi Goïta ne vaut rien parce que c'est un dictateur, s'il dit ça au niveau de la communauté internationale, même si on envoie des diplomates chevronnés, et si on dit que la parole d'Ibrahim Traoré est équivoque parce que c'est un dictateur, etc. Donc, il ne pourrait jamais nous défendre pour pouvoir que nous permettre d'accéder à la libération de nos territoires occupés dans la Caraïbe. Et c'est pour cela que nous, du Centre islamologique africain caribéen de recherche et de la pensée musulmane, comment dirais-je, de sciences politiques Bocaï, nous devons faire cet éclairage au niveau de la Caraïbe pour ne pas laisser l'opinion caribéenne qui ne connaît pas les problèmes intérieurs de l'Afrique surfer sur des modèles qui vont décevoir le mouvement multipolaire. Et c'est pour cela que nous prenons notre responsabilité en tant qu'anticolonialistes et souverainistes qui veulent que les pays francophones, les territoires occupés de la Caraïbe puissent sortir de cette réalité du statu quo. Nous qui prions pour que le Très-Haut puisse déléguer Vladimir Poutine pour changer dans la France-Afrique outre-mer ce qu'il a changé dans la France-Afrique continentale. Mais par conséquent, il faut de l'information, il faut des gens déterminés, comme nous faisons au Centre islamologique, pour informer les nationalistes guadeloupéens, les nationalistes guyanais, les nationalistes, comment dirais-je, martiniquais, les nationalistes haïtiens, les nationalistes caribéens, qui ont, comment dirais-je, ont quelque chose à voir avec la libération de l'Afrique, qui ont participé à travers, les Caribéens ont participé à travers la lutte, l'OSPAL, l'organisation de solidarité des peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, l'OSPAL qui se réunissait à Cuba, au combat contre l'apartheid, comme aujourd'hui l'Iran combat le sionisme et l'occupation en Palestine. Eh bien, c'est bien les Caribéens qui ont envoyé 300 000 hommes financés par Nasser, par Gaddafi, par l'Algérie, par l'Irak, par tous ces pays afro-asiatiques, l'Indonésie, pour financer le mouvement de décolonisation par rapport à l'apartheid, par rapport à, comment dirais-je, à la libération de la Guinée-Bissau avec Amilcar Cabral, avec la libération de l'Angola avec Agostino Neto et Mario Hernández, la libération du Mozambique. Donc, par conséquent, nous, les Caribéens, nous devons avoir une bonne image de la révolution africaine et c'est pour ça que le facteur musulman que les néo-panafricanistes veulent occulter parce que ils veulent, comment dirais-je, ils veulent écraser le leadership musulman et ils mènent une propagande à l'extérieur contre l'islam en Afrique parce qu'ils veulent, ils ont des interlocuteurs qui disent clairement qu'ils veulent remplacer comment dirais-je, les États-Unis de l'Afrique par le royaume de Québec. Donc il faut des gens, il faut des chercheurs comme nous autres du Centre islamologique africain caribéen qui font des recherches, qui font des analyses, qui font de la science politique, qui font aussi la dawa pour pouvoir comment dirais-je,
donner la bonne information. Et en définitive, par rapport aux difficultés diplomatiques qui existent entre l'Algérie, le gouvernement algérien et le gouvernement malien, ce sont des frères. Nous souhaitons que la bonne politique, en exemple de la révolution pluraliste du Sénégal, puisse inspirer le Mali pour établir de bonnes relations avec l'Algérie, d'autant que le Mali a contribué aussi par des forces maliennes à la libération de l'Algérie. Nous souhaitons aussi que les militaires puissent ne pas marginaliser les leaderships musulmans, les réprimer, réprimer les journalistes, réprimer la société, comment dirais-je, pour leur priver de leur droit d'expression. Nous pensons qu'il faut s'inspirer aussi, là aussi, du modèle de la révolution pluraliste du Sénégal avec son Excellence Ousmane Sonko et Bassirou pour arrondir les angles et pour créer le pluralisme, pour créer l'unité, pour créer la sérénité dans la mesure où ce ne sont pas les intérêts personnels de tel ou tel qui compte, c'est la démarche vers les États-Unis d'Afrique qui ont été divisés par la colonisation alors que nos ancêtres, l'Amir Abdelkader en Algérie, Omar Mokhtar, Mohamed Lamine Alpha Yahya, El Hadj Omar, Samori Touré, Soundiata Keita ont donné leur vie, ont été sacrifiés pour l'unité de l'Afrique. Alors nous ne pouvons pas, nous voulons effectivement que la vérité soit au centre du débat et qu'il ne faut pas emprisonner un opposant parce qu'il, d'ailleurs, ce que le frère Ben le Cerveau Diarra, dans sa vision, il avait prévu qu'il fallait mettre un terme à la transition et il faudrait des élections. Parce qu'il y a des élections partout, c'est le peuple qui se prononce, c'est le peuple qui donne le pouvoir. C'est pas un petit groupe qui prend le pouvoir et qui, par la force militaire, veut dominer et veut subjuguer ou assujettir les masses. Et donc, par conséquent, c'est pour cela aussi que Rasbat, qui sont des visionnaires, ont été emprisonnés. Cela ne se peut lorsqu'il y a la répression, les cerveaux, il y a la fuite des cerveaux, qu'ils soient politiques, qu'ils soient économiques, qu'ils soient des investisseurs. Et donc, par conséquent, nous voulons que la junte malienne prenne conscience de ses responsabilités, puisse se réconcilier, pas jouer sur la division. Vous êtes en conflit avec l'Algérie, vous allez jouer sur la division Maroc-Algérie, etc., etc. Ce n'est pas valable parce que le Maroc, l'Algérie, le Mali, le Burkina, tous nous sommes des frères, nous devons être unis. Nous devons être unis par un objectif, une vision, une communauté d'intérêt. Donc, il faut sortir de cette logique, il faut sortir de cette logique, et c'est pour cela que nous disons que effectivement, il y a l'alerte que nous avons dite, il y a une peur d'Assimi Goïta par rapport à la possibilité de coup d'État, parce qu'effectivement, il y a l'Algérie qui est un puissant pays qui ne veut pas une rupture spirituelle avec le Mali. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent être à l'origine d'un coup d'État. Nous ne sommes pas pour les coups d'État. Nous ne voulons pas, nous voulons plus de coups d'État. Nous voulons une expression du pluralisme populaire pour élire ses dirigeants en Afrique. Et que par conséquent, nous devons donner de la même manière que M. Kémy Séba, qui fait un travail conséquent, même s'il veut guérir le mal par le mal, comme il a fallu guérir le mal par le mal pour chasser la France-Afrique, même s'il faut guérir le mal par le mal de la colonisation dans les Caraïbes, même M. Kémy Séba, il fait son travail, mais il faut que Kémy Séba n'est pas musulman. Et c'est la raison pour laquelle il faut que des musulmans caribéens qui sont privés d'expression par des minorités de domination qui ont pris le contrôle en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane de l'expression aussi des musulmans, eh bien, il faut que les musulmans s'expriment par rapport à leur réalité pour communiquer avec leurs frères musulmans d'Afrique, d'Asie,
du monde. Et donc, c'est pour cela que nous faisons à notre niveau notre travail en laissant M. Kémy Séba faire le sien, mais ce n'est pas dans la même logique. Dans la même logique de rétention d'informations, nous donnons un complément d'informations sur la réalité musulmane, africaine, monopoliste, qui est finalement la base du leadership musulman. Et que par conséquent, les Caribéens doivent s'informer parce que déjà, sur 600 millions de musulmans en Amérique du Sud, il y a 60 millions d'Arabes musulmans de la diaspora. Il y a des communautés musulmanes au Suriname, en Guyana qui participent à la conférence islamique qui a son siège à Jeddah en Arabie Saoudite et qui a un siège à l'ONU. Il y a d'importantes communautés musulmanes à Trinidad, dans les petites et dans les grandes et les petites Antilles. Mais dans les grandes Antilles, le traitement colonial de la religion a mis en place des éléments qui confortent la domination, l'occupation de nos territoires en faisant un traitement colonial de la religion et donc qui sont complices, comme les potentats de la France-Afrique sont complices du colonialisme français et américain. Donc il y a des gens qui ont confisqué la religion musulmane dans les Caraïbes, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, et qui empêchent l'expression, la connaissance, le savoir des musulmans, qui les empêchent de communiquer avec la Oumma et avec leurs frères d'Afrique. C'est pour ça que le Centre islamologique africain caribéen est une institution qui dépend de notre savant sénégalais Cheikh Touré, qui a initié l'école musulmane en Afrique et qui nous a donné une ejaza, une taskria pour remplir ce travail du Centre islamologique africain caribéen de recherche et de la pensée musulmane. Et nous profitons de cette conclusion pour faire un hommage aussi au frère Chérif Ndiaye, qui est donc un Sénégalais, diplomate, ambassadeur, qui est aussi notre tuteur, ambassadeur chargé des affaires musulmanes au Sénégal avant et après l'indépendance. Nous avons des liens avec le centre Adi Touré de Dakar, nous avons des liens avec la famille Touré, nous avons des liens avec la famille Ndiaye, nous avons des liens avec le Mali parce que lorsque depuis plus de 30 ans, nous avons travaillé avec nos frères maliens des foyers de travailleurs africains. Nous avions la possibilité dans les foyers maliens, africains, du 13e, du 12e, du 11e, de faire des conférences sur l'islam dans les Caraïbes. Et c'est avec eux que nous avons fait créer un projet de mosquée pour la Martinique qui a été récupéré par des Syro-Libanais. Comme il y a des Syro-Libanais qui mettent le bordel aussi, il faut le dire, en Haïti, et que les Haïtiens dénoncent. Bien sûr, il y a des musulmans Syro-Libanais conscients, mais il y a ceux qui servent de domination, de minorité, de domination, d'oppression, de contrôle de l'État, de l'économie, de la finance, des ports et des aéroports clandestins aussi en Afrique, qui ne payent, en Haïti, qui ne payent pas d'impôts. Donc nous devons, en tant que musulmans, être conscients que nous devons œuvrer dans le sens de la vérité et de la justice. Parce que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit que il sera l'avocat des opprimés non musulmans qui seront victimes d'atrocités de mauvais musulmans. Donc, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète nous a enseigné qu'il faut être juste. Et un musulman, il aura au jour du jugement dernier le prophète Mohammed comme témoin au jour du jugement dernier pour tout le mal qu'il aura fait aux non-musulmans. Donc voilà la vérité de l'islam. Et c'est pour ça que nous sommes en train à faire des interventions parce qu'il y a d'un côté dans la diaspora des courants
courants paganistes, des courants athées, qui font leur propagande en surfant sur la décolonisation et qui sont des ennemis jurés de l'islam, des ennemis jurés des musulmans africains. Et qu'il n'y a pas dans le domaine de, comment dirais-je, du mouvement, de personnes musulmanes qui puissent s'exprimer réellement pour avoir l'information par rapport aux liens dans les relations Afrique, Amérique latine, Caraïbes. C'est nous qui le faisons. Donc, par conséquent, c'est avec toute humilité que nous avons décliné notre identité. Nous sommes des chercheurs. Nous avons écrit ce livre, L'âme de l'islam au cœur des Antilles-Guyane. Bien sûr, l'âme de l'islam. Nous essayons d'être l'âme de l'islam au cœur des Antilles-Guyane. Et nous avons des Isaja et Taskia du Cheikh Touré de Dakar qui nous a formés pour ce travail que nous faisons dans le cadre du Centre islamologique africain caribéen de recherche et de la pensée musulmane. Donc, notre intervention d'aujourd'hui, elle avait un double intérêt, c'est d'informer les Caribéens de la vraie réalité de l'Afrique dans la révolution pour notre intégration comme 6e région de l'Afrique dans le cadre des États-Unis d'Afrique. Et c'est pour cela que nous avons porté une contribution à l'information pour que des frères, nous pouvons parler en tant que frères vis-à-vis de nos frères maliens, Simi Goïta et les colonels pour leur dire faites bien votre boulot, faites bien votre travail, parce que si vous manquez à votre devoir, ça va compromettre l'évolution de la révolution au Burkina, en Centrafrique, au Niger, et ça va compromettre cette vision d'intégration multipolaire des partisans de l'anticolonialisme dans les territoires occupés, des afrogénaires qui ont été déportés du Mali, du Sénégal, de l'Afrique et qui aspirent à la libération de notre territoire, Inch'Allah, si Dieu le veut. Et donc, et que nous souhaitons que la révolution au Mali réussisse, au Burkina réussisse et au Niger réussisse, et que cette révolution se prolifère et fasse honneur à l'engagement de Vladimir Poutine qui a tout donné pour sortir nos territoires de la domination de la France-Afrique continentale. Et donc, nous sommes dans cette phase de la fin de la domination de la France outre-mer dans les territoires occupés. Et nous avons besoin de l'Afrique, nous avons besoin d'Assimi Goïta, nous avons besoin de l'imam Dicko, nous avons besoin de l'Algérie, nous avons besoin du Burkina Faso, nous avons besoin du Niger pour sa parole dans les relations internationales, pour dire que non, ce ne sont pas des départements, mais ce sont des territoires occupés où ont été exportés des descendants des afrogénaires qui sont venus de l'Afrique et qui sont encore opprimés par une bourgeoisie, un système corrompu, un système d'oligarchie comme en Haïti. Eh bien voilà, ainsi nous terminons notre intervention. C'était, comment dirais-je, nous parlions de la révolution pluraliste du Sénégal avec les leaders Ousmane Sonko et Bassirou du PASTEF, et nous disons que cette révolution pluraliste est un défi parce qu'elle nous emmène à des correctifs, à des changements, à des régulations pour le triomphe de la révolution du Mali dans l'unité et, comment dirais-je, dans l'union avec tous les pays africains de l'Afrique du Nord, à l'ouest, au sud et à l'est. Eh bien, c'est ainsi que nous allons terminer par une Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون
Wassalamu ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.